C'est ce verdict que vous posez et proposez aujourd'hui. La France reste investissable, pas forcément à n'importe quel prix. Vous l'assumez ce verdict? Oui. Totalement. Bon. Même si on en vient au 49.3, ça y est, c'est officiel, même si une motion de censure devrait être déposée par les groupes d'opposition dans les prochaines heures et que les heures du gouvernement Barnier risquent d'être comptées, Igor. 49.3, c'est pas la première fois qu'il est utilisé. Motion de censure, je crois que c'est quand même pas non plus une nouveauté, entre guillemets, puisqu'on en parle depuis quelques semaines. Et puis après, la Constitution française prévoit quand même de pouvoir poursuivre, entre guillemets, un exercice budgétaire encadré après. Donc en fait, les marchés, ils vont s'interroger sur la longueur, sur le prix de la dette et le prix de nos déficiences, entre guillemets, macro-budgétaires, que ce soit notre solde primaire négatif, notre déficit, notre capacité de croissance. Et je pense qu'il faut bien faire attention au prix des obligations. À mon avis, le marché n'a pas totalement pricé encore nos dérives, qui vont être très difficiles à corriger. Et ça rappelle les scénarios des pays d'Europe du Sud, mais pour faire les progrès qu'ils ont accomplis depuis, ils ont été forcés par les marchés, voire par le FMI, la Grèce. Il me semble que pour l'instant, les investisseurs sont assez complaisants avec la dette française. Les Français sont trop complaisants avec eux-mêmes. On le voit sur une classe d'actifs comme les actions. Sur les actions, je pense que le de-rating a été fait. Le CAC 40 est quand même très en retard, même si c'est sectoriellement, entre guillemets, identifié dans l'automobile, le luxe. Les small et mid caps sont très en retard. Donc, en fait, c'est un peu le plus facile à balancer dans un portefeuille, les actions. Après, la dette, c'est plus technique. Et puis, il y a des mains fortes qui tiennent aussi l'obligation française souveraine. Mais aujourd'hui, quand on regarde tous les éléments, les macro-éléments de notre économie, je pense que les marchés sont trop complaisants sur la dette. C'est-à-dire que si, alors on va voir, là, le 49.3 a été engagé par Michel Barnier, ça y est, c'est officiel, c'est tout chaud, c'était il y a quelques minutes, il l'a dit, il l'a annoncé devant l'Assemblée nationale. 49.3 sur le vote notamment du budget de la sécurité sociale. Dans les prochaines heures, une motion de censure devrait donc être déposée, peut-être sera-t-elle votée cette fois par le RN. On verra si les récentes concessions de gouvernement au RN suffiront pour éviter cette motion de censure ou pas au gouvernement Barnier. Mais imaginons que cette censure soit votée et que le gouvernement tombe. Comment ça se traduirait pour vous sur les marchés? Est-ce que vous imaginez un spread en forte hausse, des taux français en relatif, en absolu même en forte hausse? Comment est-ce que vous voyez la réaction à venir sur le marché obligataire? Au moment même, peut-être. Ce qui est plus gênant dans les marchés, c'est les tendances lourdes et longues. Et si on n'arrive pas à corriger budgétairement notre trajectoire, forcément la dette française sera repricée par le marché. Mais c'est un processus qui n'est pas une crise comme la crise du baht thaïlandais. On a bien... Bon, je pense, entre guillemets, flécher ce parcours. On sait qu'il y a des gouvernements qui ont été démis, des États qui ont été gérés sans gouvernement pendant 2-3 ans. La Belgique, on est un exemple. Et donc, pour moi, je crois que c'est le sujet vraiment fondamental français qui est grave parce qu'il est sur le moyen long terme. Et si vous mettez l'argument démographique avec les arguments de déficit, de dette, de capacité de croissance, vous avez un pays qui offre assez, entre guillemets, peu d'espoir pour un investisseur obligataire à ces prix-là. C'est pour ça que je dis, on peut investir en France, mais en tout cas via la dette, pas à ce prix-là. Il faudra qu'il y ait au moins, me semble-t-il, en tant que gérant, 20, 30, 50 points de base de plus pour prendre en compte la réalité de l'instabilité politique, puisque quand vous êtes prêteur d'un État, vous êtes prêteur à quelque chose que vous considérez comme stable, surtout s'il est noté AA. Oui, alors il y a cette question du départ ou pas à venir de Michel Barnier, et puis alors c'est les grands départs aujourd'hui, en l'occurrence. Carlos Tavares, lui, s'en va et quitte la tête de Stellantis sans transition, c'est l'autre grand sujet des marchés aujourd'hui, du marché français. Le départ surprise de Carlos Tavares, on voit Stellantis, lanterne rouge du CAC, moins 6%. La question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, nos auditeurs et téléspectateurs, c'est de savoir si le départ de Carlos Tavares est en fait un mal pour un bien. Tiens, est-ce qu'il faut revenir sur cette valeur à moins 6% aujourd'hui? Est-ce que c'est un point d'entrée? Est-ce que finalement l'avenir pourrait un peu s'éclaircir aussi, même sans Carlos Tavares? Oui ou non? C'est la question du jour. N'hésitez pas, vous tous d'ailleurs, à voter, nous laisser vos arguments en commentaire. Stellantis sans Carlos Tavares, vous y croyez un peu plus ou un peu moins? Il faudrait trouver son remplaçant avant d'y croire déjà, et avec un nouveau plan stratégique, mais la valeur a déjà beaucoup corrigé. Donc après, il ne faut pas oublier que Stellantis, c'est une plateforme de construction industrielle mondiale dans l'automobile, certes qui connaît beaucoup de défis actuellement, mais aujourd'hui, on peut quand même recommencer à regarder cette valeur qui a beaucoup baissé. C'est pas facile d'attraper un couteau qui tombe, entre guillemets, mais je pense que là, on a fait une bonne partie du chemin.
Mais comment vous regardez cette valeur justement, parce que Stellantis par exemple, elle est à la fois européenne et américaine, donc elle prend un peu les deux côtés, le meilleur des deux mondes. Il faudra qu'elle reste américaine, parce qu'aux États-Unis, je crois qu'ils ne sont pas très contents que cette valeur soit américaine. Très probablement le nouveau directeur général sera en tout cas issu. Pour moi, c'est une des très belles valeurs de l'automobile. Après, quand un management faillit en termes de communication, de performance, de résultats, vu sa rémunération, c'est assez logique qu'il parte. Après, il faut trouver un remplaçant. C'est comme Michel Barnier, les jobs ne sont pas forcément très enviables parce qu'il y a beaucoup de défis. Et l'automobile, il faut y croire à ce niveau de valorisation. Mais c'est quand même un risque pour l'entreprise de démettre un directeur général avec effet immédiat, parce que forcément ça ne rassure pas du tout les investisseurs. Donc, ça c'est sûr, mais je crois que Carlos Tavares ne rassurait plus tellement les investisseurs vu le cours de bourse, parce que les performances opérationnelles et le discours financier ne correspondaient plus. Et donc le conseil d'administration a été en désaccord avec son dirigeant et il le démet. Là, on est dans un fonctionnement que je dirais un peu plus normal de gouvernance. Eh oui, alors effectivement, pendant ce temps, Renault recule beaucoup moins. Renault qui a vu ses ventes en France stagner le mois dernier, alors que celles de Stellantis ont baissé de 13%. On voit vraiment la glissade de Stellantis qui se confirme, parce que Carlos Tavares voulait pas baisser les prix. Il voulait absolument sauver les marges à deux chiffres. C'était vraiment son totem. C'est marrant d'ailleurs le contraste avec, alors le parallèle est un petit peu audacieux, mais l'État français s'appelait Carlos pour diriger une société automobile française. Compliqué en ce moment de s'appeler Carlos, effectivement. Mais voilà, ce parallèle entre l'État français qui n'arrive pas à baisser ses dépenses et puis son patron Michel Barnier qui va sans doute, on va voir, qui va sans doute sauter. Puis à l'inverse, chez Stellantis, on serre à fond les dépenses. C'était la priorité de Carlos Tavares. Et puis lui aussi va quitter le champ là. Mais il a perdu des parts de marché en fait. Oui, c'est ça qu'on lui reproche. On ne fait pas croître une entreprise en baissant les coûts. Il faut faire progresser le chiffre d'affaires. C'est un peu comme un État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse produire pour distribuer. Et aujourd'hui, on produit moins et on distribue beaucoup. Mais je pense qu'on ne sait plus très bien où on distribue. Donc, il faut nécessairement baisser les dépenses sur le long terme. Mais c'est un peu comme on est à la période de Thanksgiving. C'est un peu comme si vous demandiez à la dinde de préparer son propre repas. C'est toujours difficile pour un État de se dire qu'il va se couper ses propres ressources. Oui, et alors certains États l'ont fait. Pour revenir au cas français, il y a quelques années, sous la pression des marchés, sous la pression du FMI aussi. On se souvient des États d'Europe du Sud. Et vous le disiez, pour la France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas cette forme de pression vitale, en quelque sorte, on joue notre vie, notre mort, etc., du jour au lendemain. Pas du tout, puisque les marchés sont extrêmement bienveillants avec nous. C'est ça qui risque de nous entraîner vers un pourrissement dans la durée et finalement nous amener à c'est déjà pas le cas. Et même la Commission européenne, puisque la semaine dernière, elle a accepté notre trajectoire budgétaire sans broncher. Oui, elle a validé, alors qu'elle a moins validé, c'est la trajectoire des Pays-Bas, par exemple. C'est le syndrome du gros débiteur qui met en danger aussi, entre guillemets, son créancier, donc l'Europe. Mais dans le cas des pays d'Europe du Sud, on ne peut pas comparer la situation de la France à la Grèce, puisque en termes de masse et puis de construction institutionnelle, la France sera toujours beaucoup plus surveillée, aidée par, entre guillemets, le système monétaire. Mais en 1974, la Grande-Bretagne était sous tutelle du FMI, donc ça peut arriver. Si vous faites trop longtemps preuve de laxisme, ça peut arriver. Et peut-être que c'est ça qui nous arrivera de mieux, parce que là, on sera obligé de faire des efforts. Mais quand on fait des efforts soi-même, c'est plus facile que quand c'est imposé par les autres. L'info de l'après-midi, donc 49.3, ça y est, officialisé par Michel Barnier sur le budget de la sécurité sociale et donc probablement dans les prochaines heures le dépôt d'une motion de censure par les groupes d'opposition, peut-être par le RN, à voir, parce que le gouvernement a fait de grosses concessions, nouvelles concessions supplémentaires pour le RN ces dernières heures, notamment sur le déremboursement des médicaments. Michel Barnier, finalement, ces dernières heures, s'est engagé à renoncer aux différents déremboursements qui avait été jusqu'ici annoncé. Voilà, pour faire plaisir, en tout cas pour répondre aux attentes du RN. Est-ce que ça suffira à éviter une motion de censure de la part du RN? C'est pas évident. Comment, Aude? Le CAC 40 repart. Ah, on bascule dans le rouge. On était déjà ce matin. Oui, effectivement, on était déjà en direct, là, en retard par rapport aux autres. Moins 0,16, on était déjà en train de sous-performer, ça s'aggrave encore un peu. Mais sur le marché obligataire, c'est ce qu'Igor nous disait, on a plus de mal à pricer effectivement une difficulté française sur le marché obligataire, pas de gros impact pour l'instant. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne reste stable après l'annonce de ce 49,3, qui n'est pas une surprise non plus, il faut bien le dire. On a 85 points d'écart de taux là entre les 10 ans français et allemands. Merci Igor de nous avoir accompagnés. Merci. Igor Demac pour Vital Épargne et donc